Bonjour à tous. À la Société d'Histoire des Français de Chine, nous sommes très heureux de vous proposer ce nouveau format, donc un format podcast, un format audio, où nous allons discuter avec des historiens, avec des écrivains de leurs dernières publications, de leurs dernières recherches, dans un format qui se veut pas trop long, mais pas trop court non plus, et on peut essayer de le faire de manière régulière. Et quand je dis nous, il s'agit aujourd'hui de Michel Chapdelaine, qui est la responsable des conférences à la Société, et de moi-même, David Morisot, président donc de la Société d'Histoire des Français de Chine. Pour ce premier podcast, nous avons choisi d'interviewer Marcelino Truong, qui a publié en fin d'année 2022 un roman graphique intitulé 40 hommes et 12 fusils, qui est un roman qui nous raconte les tribulations d'un Vietnamien dans la guerre d'Indochine, dans la guerre d'indépendance contre la France, et qui expose le sujet en fait du soutien des Chinois durant cette guerre. Ça nous a semblé intéressant et rejoindre les sujets qui nous intéressent. Marcelino, pourquoi donc avez-vous choisi de traiter ce sujet? C'est qu'après avoir traité, dans les deux premiers romans graphiques, traité la guerre qu'on appelle la guerre du Vietnam en Occident, les communistes vietnamiens l'appellent la deuxième grande résistance patriotique à la manière soviétique. Après avoir fait traité cette guerre du Vietnam, il me semblait que c'était important de revenir à ce que j'appelle l'acte 1 de la tragédie, c'est-à-dire la guerre d'Indochine, parce que tout commence en 1945 et même avant, mais tout commence en 1945 et toutes les bases sont posées en 1945, toutes les divisions traversant la société vietnamienne existent déjà en 1945 et je trouvais qu'il fallait, pour que le lecteur occidental comprenne, il fallait revenir un peu aux sources et traiter ce conflit-là. En parlant de sources, les sources historiques que vous avez utilisées sont lesquelles? À la demande d'une Vietnamienne qui travaille à la Bibliothèque nationale de France, j'ai fait un exercice auquel je ne m'étais jamais livré. J'ai fait 2 articles assez longs, très exigeants au niveau de la forme et du style, assez universitaire. La première partie, c'est les livres et les rencontres. Et la deuxième partie, c'est tous les supports utiles pour un illustrateur de bande dessinée que je compare à un homme orchestre qui doit savoir tout faire. Et on mange à tous les râteliers. Je pense, par exemple, il n'y a pas que le livre, il y a les films occidentaux, mais aussi les films vietnamiens et aussi les films chinois, notamment, pas seulement sur la guerre de Chine, mais sur la guerre de Corée, qui était simultanée. Il y a une simultanéité chronologique entre la guerre de Corée et la guerre d'Indochine. Aussi, notamment, à commencer par ma famille, du côté vietnamien. C'est en retournant en 91 au Vietnam pour la première fois depuis 1963 que j'ai fait connaissance avec des cousins et des cousines et des cousins de mon père, de sa génération, qui sont malheureusement presque tous décédés maintenant, mais qui à l'époque étaient encore en forme. Donc ça a été très riche parce que je retrouvais au Vietnam une majorité de parents de mon père ayant choisi le camp de la Révolution à un moment ou à un autre. En tout cas, ça a été vraiment très intéressant pour moi de rencontrer ceux des cousines de mon père qui avaient choisi ce camp-là parce que j'ai entendu leur point de vue. Mais c'était, en tout cas, ça m'a permis de voir un peu ceux d'en face. Parce que moi, j'ai grandi dans le milieu nationaliste, mais je dois dire nationaliste très doux, très éclairé. Mon père était un lecteur assidu du Monde. C'est pas vraiment un journal de droite, Le Monde. Donc, j'ai eu droit à travers mon père, c'était plutôt le nationaliste vietnamien du centre droit et plutôt, je dirais, catholique social. Voilà, parce qu'il était catholique.
nous résidant en Chine, nos sociétés d'histoire des Français de Chine, ce qui nous intéresse, c'est aussi la Chine. Et donc, ce qui est fascinant dans votre roman graphique, c'est cette partie dont on parle relativement peu, qui est la partie, tout le support, que ce soit idéologique ou en armes, en technique, qui venait de la République populaire de Chine. C'est en parlant avec d'anciens cadres du Viet Minh qui, en 53-54, étaient tout jeuneaux, qui avaient même pas 20 ans à l'époque, qui étaient cadres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grade dans l'armée, qui était l'équivalent d'un sous-lieutenant, mais que j'ai rencontrés alors que c'était déjà des gens âgés. C'est souvent eux qui m'ont soufflé euh, ce tuyau, et selon mes interlocuteurs, qui, qui me qui lançait cette idée souvent à la fin de notre conversation, et sans que je les aiguillonne. Moi, pour une fois, je me taisais, j'écoutais. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé en Occident? Ben, personnellement, il y a deux raisons. D'abord, les communistes vietnamiens avaient tout intérêt à propager l'idée que leur lutte pour l'indépendance était totalement autogénérée, qu'ils n'avaient eu besoin de personne, contrairement aux vilains fantoches nationalistes qui étaient les valets d'abord des impérialistes français et ensuite des impérialistes américains. Eux étaient purs de toute ingérence étrangère. Donc c'était beaucoup plus valorisant. Alors il y a une autre chose qui participe beaucoup à enfin qui contribue à l'ignorance du rôle de la Chine pendant la guerre d'Indochine, c'est que lorsque vous cherchez de la documentation sur les camps d'entraînement du Viet Minh en Chine, je n'ai trouvé absolument aucune photo, pas une seule, pas une seule. J'ai trouvé des livres vietnamiens où on en parle, on fait allusion, les gars disent, enfin les hommes ou les femmes ou les hommes disent, oui, on est allé à l'entraînement en Chine pendant 3 ou 4 mois. Ils vous diront parfois où c'était, mais il n'y a pas de photo. Je n'en ai jamais trouvé. Parce que quand j'ai eu à dessiner les scènes d'entraînement, j'avais à cœur que ce soit authentique autant que possible. Donc j'ai fouiné, mais je n'ai pas trouvé. Donc ça, c'était un secret bien gardé. Oui, c'est la question que nous nous étions posée avec David, c'est comment vous aviez pu arriver à trouver des sources. Le livre s'appelle China and the Vietnam Wars. Je crois qu'il est à l'université du Texas ou de je ne sais plus quelle université. J'ai lu surtout le premier chapitre portant sur l'aide chinoise pendant la guerre d'Indochine. Mais maintenant, c'est très facile. Avant, ces livres n'existaient pas. Moi, j'ai découvert ça dans les années, quand je me suis mis à travailler sur ce sujet-là, dans les années 2000. Je pense que c'est pas mal lié à l'ouverture des archives à Moscou en partie. Et puis le temps passe, donc les archives deviennent plus ou moins accessibles. Mais voilà, enfin, le sujet du soutien chinois dans la guerre d'Indochine, nous, on fait le parallèle en Chine avec le sujet du soutien des soviétiques Ouais. dans la guerre civile chinoise en 45-49, qui était aussi un secret peut-être pas aussi imperméable que cela a été avec l'Indochine, mais qui a été un soutien indispensable pour le succès du Parti communiste chinois en Chine continentale. Donc le parallèle, y compris dans la propagande, la façon de dessiner, beaucoup de choses, c'est fascinant. Et effectivement, les modèles soviétiques pour la propagande, notamment les dessins d'Efimov, de Boris Efimov. Efimov, il a été copié dans tout le bloc communiste et aussi en Occident, partout. Mais enfin, les Vietnamiens n'ont pas manqué de le copier. Il y a quand même une particularité très intéressante dans la propagande vietnamienne qui fait sa qualité d'ailleurs et son charme, c'est que malgré, ils ont dépassé souvent les modèles soviétiques et chinois et
leur propagande a un style et un ton vraiment vietnamien, ce qui fait sa force. C'est plus joli, c'est plus naïf souvent. Même chez les Chinois, c'est toujours des solides gaillards, là, des paysans du Nord. Il n'y a pas ce physique-là au Vietnam. Donc, les Vietnamiens savaient qu'ils ne pouvaient pas faire ce genre de choses. Donc, ils ont adapté et souvent, point de vue graphique. Voilà, donc, Dogma Collection, regardez à l'occasion, c'est passionnant. C'est un site qui a été créé par deux Anglais qui habitent à Saigon, à Ho Chi Minh Ville, et qui sont de grands collectionneurs. Donc, ils ont constitué une énorme collection d'affiches, qui sont souvent des originaux d'ailleurs, et non pas des affiches imprimées, parce que pendant les deux conflits, souvent, les artistes produisaient des affiches qui étaient un original et qui faisaient partie, qui prenaient place dans une exposition itinérante où on allait de village en village et on montrait toujours la même affiche, il n'y en avait pas deux. Vous utilisez des couleurs dans votre livre, Oui. le bleu, le rouge ou le rose, et puis ensuite des pages qui sont colorées, on va dire normalement. Alors, j'ai essayé de comprendre le sens de ces couleurs. Je pense que pour le rouge et le bleu, j'y suis un peu arrivée quand même. Mais pourquoi de temps en temps mettre des couleurs normales, des très belles pages d'ailleurs, qui sont doubles en général? Donc, j'ai fait comme avec mon premier roman graphique, c'était les pleines pages et les doubles pages en couleur. Ensuite, toutes les autres, ce qu'on appelle en bicro, c'est-à-dire noir, blanc, gris, et une couleur d'appoint, plus ou moins délayée. C'est ce qu'on appelle la bichromie. Donc, dans ce bouquin, le bleu, la bichromie bleue, c'est toute la période où on est chez les Bleus, à Hanoï. Donc, les Français, les nationalistes vietnamiens qui combattent, non pas du côté des Français, mais aux côtés des Français. Ce n'est pas la même chose. Et ensuite, on passe au rouge brique dans toute la période où on est du côté communiste. Très souvent, lorsque le mine se déplace et va par exemple dans une ethnie thaïlandaise, alors j'ai relevé les petits mots, un beau gosse, séduisant, il est mignon, un beau gars, qui viennent d'ailleurs d'hommes ou de femmes, hein, compliments qui viennent des deux côtés. Ouais. C'est assez amusant ça. Quand je me balade là-bas, moi maintenant, je ne suis plus un perdreau de l'année, mais ça m'est arrivé souvent que ce genre de réflexion. Et là, j'en ai pas conçu de vanité, hein, mais j'ai trouvé ça amusant parce que c'est rare qu'en France, un homme vous dise comme ça, vous fasse ce genre de réflexion. Ou alors c'est parce qu'il a une idée derrière la tête. Pourquoi pas, mais bon. Là-bas, ça arrive assez souvent. Donc, je voulais indiquer par là aussi que, voilà, ce sont de très jeunes gens qui sont dans le Viet Minh. Ils n'ont même pas 20 ans. Et la plupart d'entre eux sont tellement jeunes que la première expérience qu'ils auront, c'est en se mariant. Et donc, j'ai voulu montrer que malgré tout, ce sont des jeunes gens qui flirtent, qui essayent en tout cas, parce que le régime communiste vietnamien de l'époque n'encourage absolument pas ça. Il est extrêmement strict. Mais je voulais montrer quand même qu'ils étaient humains, ils étaient traversés par les mêmes sentiments et désirs que tout un chacun. Et dans ce personnage principal, alors il y a combien de vous? J'ai essayé de m'imaginer, de me mettre dans sa peau. Et puis les réflexions, ces réflexions soit face au cadre très idéologisé, là, c'est celle que je ressens quand je me retrouve en face de quelqu'un qui est très dogmatique, qu'il soit de droite ou de gauche. Et puis, en revanche, face au peuple vietnamien que je trouve souvent très gentil, sans niaiserie, hein. C'est vrai que on rencontre souvent, comme en France d'ailleurs, on rencontre beaucoup de braves gens. Bon, donc, c'est ma réaction face aux braves gens que je rencontre. On n'aura pas de suite. Moi, j'estime que j'ai dit ce que j'avais à dire d'important. Si je devais refaire une BD, mais j'hésiterais vraiment beaucoup, ça serait pour parler d'une période beaucoup plus ancienne, celle de la conquête française, Ouais. 1883-84.
mais là aussi une fiction, mais s'appuyant beaucoup sur les faits, parce que parmi mes ancêtres, le grand-père de mon grand-père, mon arrière-arrière-grand-père, qui est né, d'après mes calculs, vers 1850, était un expert en arts martiaux. Je n'ai qu'une seule photo de lui, âgé déjà. Et on disait de lui qu'il avait fait 2 fois la guerre en Chine, et d'après mes calculs, s'il était né vers 1850, il avait 30 ans au moment de la conquête. Et je pense qu'il était avec les pavillons noirs ou un truc comme ça. Ou j'aime penser qu'il était. Donc, si je devais faire une autre histoire, ça serait peut-être ça, raconter un épisode de la conquête. Écoutez, c'est une très bonne conclusion. Je vous propose, ouais, non mais voilà, je vous propose donc qu'on s'arrête là. Très bien. Oui, merci. Je vous en prie. Et voilà, c'est ainsi que se finit notre première interview. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à diffuser autour de vous et puis à nous faire vos retours. On cherche toujours à s'améliorer. À très bientôt.